On m'adore ou on me déteste. Ouais. Voilà, ça naît à ce moment-là. Donc j'ai une petite trentaine d'années. Et tu te sens comment avec ça à l'époque ? Je me sens fort. Ouais, disons le mot, je suis capable de vous manipuler. Je suis capable de faire de vous ce dont j'ai besoin, moi. C'est ce que j'appelle du pouvoir sur vous. Ouais. Voilà, j'ai tout. J'ai les galons, j'ai le salaire, j'ai la bagnole de fonction. Enfin, tout va bien pour moi, quoi. Quand je fais ça, je crois encore que je vais gagner. Hein. Je suis encore dans l'ancienne dynamique, quoi. J'ai pas conscience que non, je vais pas gagner, je vais perdre. Où l'autorisation, la sensibilité s'installe, même si t'es un homme, il se passe quoi pour toi à ce moment-là ? Je dirais que ça commence par me bousculer. Au début, je suis pas sûr de profiter. Hein. Ça commence vraiment par me secouer. Il y a cet appel à la liberté. Quand je parle de liberté, c'est de choisir ce que je veux faire, d'aller où je veux, avec qui je veux. C'est ça. Et ça s'ouvre très très fort chez moi. Et là, j'accède à un truc qui est, j'ai du pouvoir pour nous. Si un jour j'arrive à avoir une boîte comme celle-ci, je serais super heureux, quoi. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots. Je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux, pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Comment est-ce que tu étais perçu, toi, comme jeune homme avant ? Si c'est OK d'en parler là. Oui, c'est OK. On attaque tout de suite par le vif du sujet, quoi. Ouais. Okay. C'est le plongeon. Ouais, c'est le grand saut. Comment j'étais perçu ? Alors, ça aussi, c'est une question difficile parce que je peux pas être dans la tête des gens qui me regardaient à l'époque. En tout cas, je peux te dire comment moi je le vivais. Moi, j'avais l'impression d'être perçu comme étant souvent le vilain petit canard, celui qu'on met de côté. Je sais pas trop comment qualifier ça, mais en tout cas, je vivais le truc moi comme étant souvent je suis mis à la marge, quoi. Je suis mis sur la touche. C'est très drôle parce que quand on a préparé, j'ai expliqué cette métaphore, cette réalité de quand je joue au foot avec mes copains et je commençais par être sur la touche, quoi. Ouais. Donc j'étais celui-ci. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai toujours, depuis tout petit, j'ai toujours été plutôt en chair, on va dire. J'ai jamais été filiforme. Et donc très vite, il y avait une première information qu'on me donnait, c'était finalement t'es pas le beau, le plus maigre. On va dire ça comme ça. Donc déjà à cause de ça, on va te mettre un peu de côté. En tout cas, c'était comme ça que je le vivais moi, quoi. Voilà, donc ça donne effectivement des histoires comme quand on jouait au foot avec des copains. Moi, à mon époque, il y avait toujours 2 personnes nommées, chacun constituait son équipe en appelant chacun son tour un joueur, quoi. Et moi, je faisais toujours partie des derniers choisis. Voilà, sauf quand on avait joué. Ouais. À partir du moment où on avait joué au foot, à ce moment-là, je faisais partie des premiers qu'on venait chercher. Mais au départ, je faisais toujours partie des derniers, quoi. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu avais envie de réagir face à ce truc ? Enfin, c'était quoi la réaction à l'intérieur de toi ? Genre, outsider dans un premier temps, il se passe quoi à l'intérieur de toi ? Ouais, à cette époque-là, je pense qu'à l'intérieur de moi se nourrit déjà une espèce de colère, apportée par c'est pas juste. Je vaux plus que ce que vous m'attribuez. Donc je pense qu'à cette époque-là, je nourris déjà quelque chose de l'ordre de ah oui, vous me voyez comme ça, je vais vous montrer que vous allez pouvoir vous arrêter très vite, quoi. Voilà. Ça me parle de ouf, ça. En fait, j'avais envie de te faire nommer ça parce que quand j'ai été salement blessé à l'époque d'un accident, il y a un médecin qui m'a dit votre bras est mort, on va vous apprendre à vivre autrement. Et à l'intérieur de moi, ça fait ah ouais. Et du coup, mon bras fonctionne mieux aujourd'hui. J'ai un ami aussi à qui on a dit, après une chute d'escalade, vous marcherez plus jamais. Il était en mode ah ouais. et j'ai la sensation que par moments, il y a comme un soubresaut qui s'anime à l'intérieur et qui nous fait dépasser des limites qu'on n'aurait jamais imaginées. Ok, donc... Moi, par rapport à ce que tu dis, j'ai quand même l'impression que c'est plus modeste. Enfin, j'étais pas blessé physiquement, quoi. J'avais pas... Mais en tout cas, dans mon intimité... oui, ça, c'était pas super chouette, quoi. Et il y a eu effectivement cette réaction
qui ressemblait à je vais vous faire voir que vous êtes bien planté, quoi. Bah c'est ça. Et en plus, ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est à quel point tu l'as montré. À quel point tu as montré que ces perceptions de toi en tant qu'outsider, c'était complètement à côté de la plaque, que tu étais beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, j'invite les personnes qui écoutent ce podcast à partager si à vous aussi, on a dit vous serez jamais capable d'eux. Et si vous avez réussi à transcender ça, c'est le genre de parcours qui m'intéresse beaucoup, ça. Mais en fait, je me permets d'interagir avec toi, tu vois, en t'en parlant, je me rends compte que c'est vachement plus insidieux que ça. En fait, je n'ai pas souvenir qu'à l'époque, mes copains, enfin les gens qui m'entouraient, m'aient dit quelque chose vraiment verbalement, de l'ordre de t'es pas la bonne personne, on va pas te choisir. Je pense pas que ça a été verbalisé. C'était comme un espèce de serpent de mer par les attitudes, par les comportements. Et tu vois, en te le disant là maintenant, je me dis que c'est peut-être même pire, ça. À la limite, il aurait été préférable à l'époque qu'on me dise dégage, quoi. Ça aurait été peut-être difficile à entendre, mais au moins, ça a jamais été verbalisé, quoi. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Romain Bouvet, chercheur en neurosciences appliquées à la sociologie, donc comment le cerveau se comporte dans les interactions, il avait fait une étude autour de Apple où il montrait que le fait de suggérer mais de ne pas montrer le logo Apple était beaucoup plus fort et imprégnant chez les gens que le fait de le montrer. Donc du coup, ce que tu es en train de dire là, en mode c'est pas vraiment dit, mais je le sens vraiment, ça va dans ce sens-là. Ok, cool. Donc, ce truc qui s'anime à l'intérieur de toi en mode ok, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Ça t'amène à devenir quel genre de personne, quel genre d'étudiant, vers quoi tu as envie de t'orienter quand tu as envie de éclore au monde, on va dire. Alors quand je suis étudiant, je pense que ça m'amène vers pas grand-chose parce que alors au-delà du fait que très vite naît ce truc à l'intérieur de moi de l'ordre de j'ai à démontrer quelque chose, quoi. J'ai à être plus fort que les autres pour vous faire voir que finalement vous auriez de l'intérêt à vous intéresser à moi. Marguerite est très très détendue, je veux dire, elle est bien dans le studio, elle aime ça. Hein. Ouais, grave. Donc ce truc est naissant et en même temps moi, lycéen, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire. Je fais partie, je pense, de cette génération où globalement l'éducation nationale pensait savoir ce qui était bon pour nous. Donc en fait, ils ont commencé par dire à mes parents. Alors moi, j'ai toujours été un élève moyen. Peut-être parce que j'avais construit aussi le truc de si je fais en sorte d'avoir toujours la moyenne, personne m'enquiquinera, je pourrais toujours passer les étapes suivantes. Mais donc je faisais plutôt partie de cette catégorie-là. Et j'allais chercher juste le petit truc qui me permettait de passer à l'étage au-dessus. Mais donc j'avais envie de rien. Et l'éducation nationale a commencé à dire à mes parents, oui, mais vous savez, c'est pas un élève extraordinaire. Donc ce qui serait bien, donc ils ont commencé par me dire que la voie du technique à l'époque, ça serait la mienne. Donc je me suis retrouvé dans une voie technique. Voilà, donc j'ai passé un baccalauréat techno. Et puis après, je suis rentré à l'IUT pour continuer dans la techno. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Donc, je savais pas trop ce qu'il en était. Et puis quand j'ai fait cette première année d'IUT je me rappelle même plus de l'intitulé. Génie mécanique, je crois. Génie mécanique électrique, où je me suis vraiment enquiquiné pendant 1 an. Là, est arrivée une opportunité, c'est de pouvoir intégrer un BTS technico-commercial. Et là, j'ai découvert le commerce. Alors, on me disait déjà à l'époque que c'était quelque chose pour lequel j'étais plutôt fait, parce que j'avais un peu de tchatch, que je présentais plutôt bien. Oui, j'avais appris pendant toutes les années qu'il fallait que je me mette en avant, que je fasse voir que j'étais bien. Donc oui, j'avais développé cette compétence-là. Et là, effectivement, ça a commencé à prendre un peu plus de sens. J'ai commencé à me dire, là, tiens, il y a un truc intéressant que j'aurais peut-être envie de faire. Mais ça s'est déclenché aux alentours de 19 ans, 20 ans. Ouais. Et jusqu'à là, j'étais incapable de dire ce que je voulais faire. Ouais. Et quelque part, ça me choque pas. Je sais pas où en est l'éducation nationale. On verra quand j'aurai des enfants. Mais à l'époque où j'y étais, c'était sensiblement la même chose que toi. J'ai pas trouvé grand chose qui accrochait mon intérêt. On me disait que j'étais pas très peut mieux faire. Je sais pas si t'as connu ça. Oui, c'est ça. Mon bulletin, il y avait ça de partout. Peut mieux faire. C'est ça. Et je me sens très en lien avec toi parce que le jour où j'ai trouvé un endroit où je me sentais bien, il y a un truc qui s'est ouvert, quoi. Et je crois que c'est peut-être ça qui manque. Et c'est peut-être ça, en fait, que tu peux amener avec Génération Formation, dont on parlera plus tard. Comment est-ce qu'on peut nous éveiller à sentir les choses qui nous font du bien, nous font kiffer. Mais restons pour l'instant dans cette histoire. Tu dis vers le commerce. Comment tu sais que c'est un truc où tu te sens bien, le commerce?
Alors moi, au départ, je sais pas que je m'y sens bien. Ouais. Par contre, effectivement, quand je me cherche, quand l'éducation nationale dit à mes parents, non mais il faut qu'ils continuent sur la voie technique, moi, dès le départ, je dis à ma mère et à mon père, j'ai dit mais je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça, quoi. Ouais. Et donc à cette époque-là, les gens autour de moi, ma famille, certains amis me disent mais t'as une facilité à t'exprimer, t'as un pouvoir de conviction qui est assez fort, tu sais convaincre les gens. Le commerce, peut-être que. Mais moi, le commerce, à cette époque-là, je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est la caissière de l'épicerie dans laquelle je vais faire les courses au bas du bâtiment de l'immeuble de mes parents. Enfin, voilà, c'est ça le commerce pour moi, quoi. Bref. Donc, je sais pas, moi. Et puis, c'est parce que le destin, à un moment, m'amène à intégrer ce truc-là, ce BTS-là, où là, je me dis, ah oui, mais je comprends ce qu'est ce métier-là, je commence à comprendre ce que pourrait être ce métier-là, et c'est là que je commence à me dire, là j'ai envie d'y aller, quoi. Voilà. Ok. Il y a un truc qui s'anime à l'intérieur de toi en mode je comprends tout ça. Quel retour est fait sur toi en tant que quelqu'un qui arrive là-dedans? Tu viens du technique, plutôt manuel, plutôt des trucs comme ça. Comment est-ce que tu es accueilli dans ce milieu-là, toi? En fait, j'ai la chance de passer par un cursus qui s'appelle, alors je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, mais un BTS technico-commercial. Donc c'était les gens issus du technique qui arrivaient dans la partie commerciale, quoi. Donc ça va, c'est cool parce qu'on est ensemble, on vient tous du même environnement et on intègre des nouvelles compétences, quoi. La compta, le commerce, le marketing, enfin bref. Par contre, il y a un truc qui se passe, c'est que très très vite, j'ai une espèce de reconnaissance et de mes profs et de mon environnement. Très vite, on me reconnaît ces compétences que mes proches me disaient voir chez moi, mais sans plus d'éléments que cela, quoi. Et là, très vite, moi, j'ai des profs, des enseignants, des potes qui me disent « Waouh, putain, t'as vraiment quelque chose, etc. » Et alors, moi qui suis en quête depuis tout gamin de reconnaissance, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas celui qu'on allait choisir, là, d'un coup d'un seul, ça y est, on me met sur un espèce de piédestal, et je pense que c'est aussi ça qui fait que j'aime cet environnement-là. Au-delà de la matière, je pense que c'est l'une des premières fois où je suis choisi dans les premiers. Ouais. Voilà. Ouais. Je peux m'imaginer la sensation que ça doit faire, de se sentir un peu plus à sa place. Alors, je crains qu'à cette époque-là, ça soit venu nourrir aussi un truc que je connaissais pas très bien, dont aujourd'hui je peux parler plus facilement, mais c'est venu nourrir juste mon ego. Hein. On est juste venu me faire du bien à un endroit où je n'avais jamais eu ce bien-là pendant 20 ans, ou très peu en tout cas. Donc a posteriori, c'est peut-être pas la meilleure des choses qui me soit arrivée à cette époque-là, parce que ça m'a fait tomber dans des travers un peu extrêmes dans l'autre sens, quoi. Ouais. On va en reparler. Ça. Justement, on va grave aller en parler, parce que je crois que c'est ça le truc de la vie, tu vois, c'est que on est purement inconscient jusqu'au moment où on vit quelque chose qui nous remue assez fort pour qu'on commence à poser de la conscience et que ça puisse être transmuté. On a tiré l'oracle de l'alchimie ce matin, c'est un peu que ça raconte. Et en plus, tu fais partie de ces acteurs qui peuvent aider ces moments de transmutation, ces moments où en fait on se rend compte qu'il y a quelque chose qui allait, qui ne va plus, qui doit changer. Donc on va en parler après puisqu'on va l'illustrer avec ton histoire. Donc, jeune, on te dit, écoute, gros, on va voir. Mais jusqu'à la fin, on va voir. Et puis toi, à l'intérieur, ça fait en mode « Ah ouais, vous allez voir, je suis bien plus que ce que vous imaginez. » Et du coup, tu te fais tes preuves, mais dans un second temps, et souvent au premier plan, t'es en mode « Bon, en gros, on va voir, tu vois. » Même dans les études, tu te sens un peu sur la touche parce que tu trouves pas l'endroit où t'as envie d'être, tu te fais pas kiffer, jusqu'au moment où la vie, j'ai envie de dire ça, la vie te porte vers ces études de commerce sans trop savoir, et là, il y a un truc où t'es reconnu, où il y a des compétences chez toi qui sont reconnues. Vers où ça te porte, ça, derrière? Le premier truc qui te vient. Alors, vas-y. C'est très drôle, cette question. D'abord parce qu'elle n'est pas facile à répondre. Et elle active chez moi deux choses. Alors d'abord, où ça me porte, ça me permet d'obtenir un diplôme. Donc ça, c'est l'aspect purement technique, quoi. Je valide mon BTS pour la première fois de ma vie avec des notes très bonnes. C'est-à-dire que là, pour le coup, non seulement on me reconnaît, je me sens bien, et je valide ma compétence, quoi.
Donc, je sais plus, j'ai mon BTS avec une mention, je sais plus laquelle. Enfin bref. Et je continue. Je fais une 3e année. Bon, je me suis arrêté là. Moi. Donc là, d'un point de vue technique, c'est là que ça m'emmène. Ça me permet quand même de valider des diplômes et d'envisager un métier. Et d'être validé en plus. Et d'être validé en plus. Ouais, absolument. Et fortement. Et fortement. Mes parents n'en revenaient pas. Au terme de ma première année de BTS, je crois que ma mère m'a dit quelque chose comme « Tu nous as jamais fait ça, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Bah rien, je suis juste à un endroit où je suis bien, quoi. Et en plus, on me fait du bien, donc c'est cool. Donc ça, c'est la première partie. Et puis là où ça m'amène, le deuxième endroit, c'est là. Je crois que c'est ma montre qui vient de parler. Bonjour la montre. Ça m'a impressionné aussi. Le deuxième endroit où ça m'amène, c'est que ça m'amène sur, j'allais dire, de la visibilité, sur un positionnement, une identité qui évolue. Ouais. Ça y est, ça y est, je brille. Enfin, en tout cas, je suis dans la lumière. Voilà, je brille. Je sais pas, mais je suis dans la lumière. Voilà. C'est là où ça m'emmène. Ouais. Mais c'est trop bien. T'as dit un truc. C'est comme j'ai trouvé un endroit où je suis bien. Et c'est à partir du moment où on trouve l'endroit où on est bien qu'il y a quelque chose qui peut se passer, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais le fait d'y être bien, c'est là que tout se fait. C'est fou, il y a plein d'éléments à l'intérieur de moi qui ont envie de ramener vers ce que tu fais à présent avec les formations que tu facilites, dont tu facilites l'accès, on va dire, et où les gens peuvent apprendre non plus à être dans là où ils sont conditionnés à être, mais là où ils peuvent apprendre à se sentir bien. J'ai ça à l'intérieur. J'ai l'impression de ne pas arrêter de faire du teasing vers ce qui va se passer à la fin, mais c'est là. Alors, je jongle avec. Ok, cool. Donc, reconnaissance, validation. Comment est-ce que tu mets ça au service dans ta vie derrière ? Quel genre de poste tu vas trouver ? Alors pour le coup, j'ai la chance, de mon point de vue, j'ai la chance. J'ai la chance d'être exempté du service militaire, parce qu'à l'époque, il y a le service militaire. Ah oui. Donc je le fais pas. Donc je finis mes études et bim, très vite, 2 mois après, je trouve du boulot, quoi. Ouais. Donc je trouve du boulot comme commercial, j'allais dire de base, mais non, c'est pas péjoratif. Je commence comme commercial itinérant. Et je fais ça pendant 4 ans. Et là aussi, très très vite, j'ai des résultats. Ça fonctionne. Je suis bon. Voilà, rappelons un chat un chat. Donc au bout de 4 ans, j'ai une proposition pour intégrer un fournisseur qui était dans mon catalogue. Et ça y est, je commence mon évolution de carrière. Et là, pour le coup, oui, j'ai des résultats qui sont bons. Encore une fois, je suis dans la lumière. Ouais. Et... Qu'est-ce qui te fait dire qu'à ce moment-là, t'es bon ? Comment ça se fait que, j'imagine que tu dois avoir des chiffres derrière en matière de vente, mais qu'est-ce qui fait que ça marche bien dans la vente pour toi ? J'ai d'abord des très bons retours de mes clients. Je passe très bien, en fait, c'est ça. Je passe très bien. J'ai un très bon relationnel. On dit aussi de moi que je ne lâche rien. Ça veut dire qu'effectivement, moi, j'étais dans un environnement du coup du bâtiment. J'ai fait ma première partie de carrière que dans l'environnement du bâtiment, donc avec des techos, des techniciens. Au début dans l'environnement de l'électricité, de l'électrique, bref. Et donc on me reconnaît ça, je lâche rien. Quand j'ai un client sous la main, par la porte, par la fenêtre, par le toit, par la cheminée, qu'importe, il faut que je rentre, quoi. Et donc ça, c'est une vraie reconnaissance dans l'environnement commercial. Donc ça, je sais faire. Okay. J'y arrive bien. Et du coup, les résultats sont là. J'ai des chiffres derrière qui valident que je sais faire. Ok. Et me vient une question, on n'en a pas du tout parlé auparavant. Est-ce que tu as l'impression d'offrir un service de qualité avec l'entreprise avec laquelle tu travailles à ce moment-là ? Oui. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être un vrai professionnel qui fait bien son travail et d'être... oui, d'offrir un service de qualité à mes clients. Ouais. En fait, je crois que j'ai besoin de nommer ça parce que je crois qu'il y a comme une grosse représentation sociale autour de qu'est-ce que c'est que la vente des arnaqueurs qui veut nous caler des trucs dont on n'a pas forcément besoin. Et je crois que j'ai envie de faire nommer ce truc-là. En fait, il y a une entreprise qui a un besoin et avec l'entreprise que tu représentes et le service que tu représentes, il y a de la valeur, il y a de la qualité qui est au rendez-vous et que ton métier, c'est juste de faciliter l'interaction ou la mise en relation avec ces services-là, tu vois. Oui, tu as raison. Parce que pour le coup, c'est effectivement, il peut y avoir un aspect, en tout cas sociétal, très négatif de cet environnement-là. Mais non, moi, par exemple, tu vois,
quand tu me poses cette question, me vient... moi, j'étais reconnu pour tout ce que je viens de te dire, mais aussi j'étais reconnu pour être quelqu'un de juste, de respectueux. Donc, moi, quand je disais que je rentrais par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, oui, mais par contre, j'étais très respectueux de la personne que j'avais en face de moi. Je pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un que j'ai croisé dans une vie professionnelle précédente puisse dire que je l'ai arnaqué, je lui ai forcé la main. Non, j'avais une force de conviction, oui, ça, oui. Mais chacun était libre de faire ses choix, quoi. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on me reconnaissait. Ouais. Voilà. Trop bien. C'est important pour moi de nommer ça. En plus, tu t'emploies des propos qui sont super à propos, dans le sens où... propos. Parce que dans le dernier podcast, j'ai fait passer à Anne-Laure Dabo qui disait qu'elle aussi, quand elle avait une idée, par la porte, par la fenêtre, elle s'en foutait, elle finirait par trouver le moyen d'y arriver. Et ça pouvait être par rapport à un poste qu'elle voulait avoir, où en fait, elle savait qu'elle avait les compétences et par tous les moyens, elle allait trouver le moyen d'y arriver. Donc, je trouve que l'analogie est belle avec le précédent podcast. D'ailleurs, pour ceux qui regardent ce podcast, Anne-Laure Dabo, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil dessus aussi. Ok, donc tu as des compétences, ça paye, dans le sens où tu as de très bons résultats. Comment est-ce que tu évolues? Est-ce que c'est au sein de cette entreprise? Est-ce que tu finis par bouger d'entreprise? Comment ça se passe? Écoute, alors je fais 4 ans chez mon premier employeur et comme je te le disais, donc très vite, j'ai un de mes fournisseurs qui vient me proposer de rejoindre. Donc, au bout de 4 ans, je quitte mon premier poste pour accéder à un autre poste. Et là, déjà, j'ai une évolution, c'est-à-dire que je suis responsable commercial, moi, d'un petit secteur à l'époque. Je suis stéphanois d'origine, donc plutôt la région stéphanoise et un bout de l'Ardèche, bref. Et là, donc, je change d'entreprise et je deviens responsable commercial régional. Donc là, j'ai l'ancienne région Rhône-Alpes et l'ancienne région Auvergne. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est exactement la même chose, mais qu'importe. Et ça dure 2 ans. Et au bout de 2 ans, où là aussi je défonce à peu près tout en termes de résultats, au bout de 2 ans, alors j'ai envie de dire oui par chance, parce que la chance s'est présentée à moi, j'ai saisi ma chance, avec un peu de syndrome de l'imposteur qui se déclenche après, mais on en reparlera aussi sûrement. Et je me positionne très fortement, et là on me donne accès à mon premier poste d'encadrement, et je deviens responsable de la marque pour laquelle je travaillais, qui était une marque italienne. Sur le territoire national français. Et j'ai 27 ans. Ok. 28 ans. Donc, gros parcours déjà. Enfin, oui. Enfin, non, rapide en tout cas. Ouais, voilà. Gros, je sais pas, mais parcours rapide, ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu apprends de toi au fur et à mesure de cette évolution qui est assez rapide quand même? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, ah tiens, ça c'est un truc dont je suis capable, peut-être que j'aurais besoin de développer d'autres skills, Non, mais c'est là où je pense que la première bascule se fait un peu, c'est que je commence à construire le fait que... comment dire ça? Je suis un... Je nourris quelque chose qui me fait dire que c'est pas mes compétences. Enfin, je suis bon techniquement, oui, mais c'est moi qui fais la diff. C'est moi en tant qu'individu. Donc là, je pense que je commence à me la péter un peu, quoi. Ok. Voilà, ça y est, ça démarre. C'est là où je commence où l'ego prend le dessus, quoi. Ok. Mais ça marche, hein. Ça fonctionne très bien. Ok. Quand tu dis que tu commences à te la péter, ça voudrait dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire quand il y a un truc que tu fais, que c'est facile à faire et que ça marche, bah tu te la pètes. Et un jeune Romuald de 27 ans, ça ressemble à quoi quand ça se la pète? C'est un jeune con. Non mais oui, c'est un peu de suffisance. Comme c'est facile, tu vois. Donc oui, je commence à développer des trucs, la suffisance, un peu de ce qu'on appelle en mode coach une posture haute. Okay. Je commence à développer le sentiment que je suis meilleur que les autres, donc supérieur aux autres. Ouais. Et si tu fais le parallèle avec ce qu'on s'est déjà dit, comme pendant des années j'étais plutôt inférieur aux autres, c'est le surkiff pour moi, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai plus rien à vous prouver, c'est vous qui allez devoir me prouver des trucs. En fait, le truc, il est en train de s'inverser, quoi. Ok. Voilà. Donc, je commence à devenir un jeune con. Ouais. Ok. Dans ma posture professionnelle, j'entends. Ouais. Et comment ça te fait appréhender les autres autour de toi à ce moment-là? Comment est-ce que tu relationnes avec eux? Alors là, j'accède à mon premier poste d'encadrement, donc ça y est, je pilote mes équipes, je deviens manager. Alors là, je suis un pur imposteur, parce que moi, j'ai aucune formation à ça. Donc j'ai juste fait briller les yeux à
à ce qui était à l'époque mon patron, qui est aujourd'hui devenu un ami pour le coup, un mec très très inspirant pour moi en plus, qui m'a vraiment fait grandir. Mais donc imposteur, parce que je n'ai aucune compétence dans le domaine, j'apprends tout sur le tas. Ce patron, pendant 6 mois, m'accompagne pour accéder à ce poste de manager. Et donc je me relationne comment avec les autres? Globalement, je commence à transférer le niveau d'exigence que j'avais envers moi-même sur les autres. Donc j'attends des autres qui soient au rendez-vous, et au moins à la hauteur de l'énergie que j'y mets moi. Alors c'est là où j'en ai pas conscience à l'époque, mais c'est là où je commence à me planter, quoi. Et donc avec ce niveau d'exigence très élevé que j'attends des autres, ça me fait avoir des comportements qui vont avec, hein, donc je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, et commence à se développer on m'adore ou on me déteste. Voilà, ça naît à ce moment-là. Donc j'ai une petite trentaine d'années, et quand je dis on m'adore, ça veut dire que les personnes avec lesquelles je bosse, là je parle de mes collaborateurs et collaboratrices, soit sont à fond pour me suivre, quoi. Et donc c'est là, quand je dis ils m'adorent, et soit on me déteste, et quand on me déteste, c'est je suis pas la bonne personne, je suis pas un mec bien, je suis tyrannique, je suis trop exigeant, enfin bon bref, et voilà. Et commence à se créer cette espèce d'opposition, Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Ok. Et tu te sens comment avec ça à l'époque? Je me sens fort. Ok. Fort parce que du coup, l'opposition en face de toi te fait pas peur? Non. Ok. Et elle m'a jamais fait peur en plus. Ok. Et même encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est très très apaisé, donc ça va, c'est cool. C'est une vraie force pour moi. Et comment tu vis cette adulation des gens qui sont en mode on te kiffe? C'est de l'intraveineuse, quoi. Tu vois, c'est le truc. Waouh. Ok. C'est de moi dont on est en train de parler. Ouais. Tu vois, il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Et puis j'aime et puis à ce moment-là se déclenche aussi ce truc de j'aime être en avant. J'aime qu'on me voit. Je fais 1m89, 95 kilos, à cette époque-là, un peu moins aujourd'hui, mais à cette époque-là, on met encore des costumes et des cravates, enfin, tu vois, il y a tout, quoi. Ouais. Ça me parle tellement le truc du costume, la cravate. Tu sais que j'ai mis beaucoup de temps à accepter de porter une chemise. Ouais. Regarde comment je suis venu, moi. Ouais, j'avoue. J'avoue. Mais c'est bien parce qu'il y a une part de moi qui, au début, me suis dit, toi, tu vas venir en chemise, donc du coup, je vais peut-être me mettre un truc un peu. Non, mais tu vois, j'ai pas fait ça. Je suis pas venu en chemise. Mais là où je suis 100% d'accord avec toi, et j'ai envie de faire des allusions aux auditeurs, mais les gars, là, si vous entendez ce podcast, mettez en commentaire si c'est facile pour vous de porter des chemises ou pas. Parce que pour moi, ça a été un problème, parce que j'étais en mode, mais j'associe la chemise à la position de pouvoir, à l'oppression et les trucs comme ça, à l'idée de plaire aussi. Et c'était pas facile pour moi d'assumer ça. Et c'est, en plus, à cette époque-là, ce métier-là est très codifié, quoi. Cet environnement-là est très codifié. Alors, c'est aussi des codes de la société, hein. Ouais. Mais moi j'ai des souvenirs d'employeurs qui me disaient globalement la couleur des cravates qu'il fallait que je porte, la couleur des costumes, enfin, c'était très codifié. Et effectivement, mais encore aujourd'hui, enfin, on va pas faire de parallèle très court, mais regarde encore les gens qui sont très apprêtés, regarde les environnements dans lesquels ils sont, c'est encore très codifié, hein. Ouais. Moi, tout comme toi, j'ai eu du mal à sortir. Aujourd'hui, ça va, je vis. Alors, j'avoue qu'en fonction de l'environnement dans lequel je suis, des personnes avec lesquelles je discute, je peux m'adapter un peu et rentrer dans les codes vestimentaires, mais bien moins aujourd'hui. Je veux dire, ça va, quoi. Ouais. En tout cas, je fais l'expérience en ce moment de combien le vêtement est un langage. Combien l'apparence est un langage. Je dois reconnaître que pendant très longtemps, j'ai fui ce langage-là parce que j'avais pas envie d'être assimilé au mec trop apprêté, au mec trop truc. Ce serait l'objet d'une autre histoire, ou peut-être plus tard dans cette discussion, on va voir. Je reviens sur du coup le fait que ça te fait pas peur l'opposition. En fait, t'es tellement empuissancé par l'adulation que tu peux générer au même temps que tu peux générer de l'opposition. J'ai envie de te poser une question, et si c'est pas ok pour toi, on coupera ça. Je couperai la question dans le montage. Vie perso, c'est quoi ta posture, comment tu te sens, qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est peut-être moins droit, plus dans. Attends, j'ai vraiment envie d'aiguiller cette question. Je me fais l'idée que ce que l'on est trouve une expression dans le travail, et ce que l'on est teinté par le travail, et que ça peut avoir un impact dans notre vie personnelle. À quel point est-ce que tu te sens repéré dans ta vie? À quel point tu te sens aligné dans ta vie à ce moment-là? Si c'est ok d'en parler encore une fois. Hein. Oui, c'est ok. Ah oui, complètement. Alors, ce qui est assez, j'allais dire,
intéressant dans le parallèle que tu fais entre la vie privée et la vie pro, c'est que très vite dans ma vie privée, j'ai eu ce même besoin de trouver ma place, d'être accepté, de m'affirmer, de prendre ma place, quoi. Et donc, du coup, ça fait de moi quelqu'un qui rencontre celle qui va devenir la mère de mes enfants et ma compagne de route pendant 23 ans, quand même, à 17 ans. Donc, je la rencontre très jeune. Incroyable, ça. Bon, elle a 3 ans de plus que moi. Et très vite, on s'installe ensemble. Bon, c'est une autre génération aussi, hein. Mais très vite, on s'installe ensemble. Et à 23 ans, je deviens papa de mon premier enfant, moi. Et donc, très, très vite, en fait, ma vie perso se stabilise, s'ancre. Je construis aussi ma reconnaissance de mon environnement. Je deviens père de famille. Enfin, du coup, comment dire, j'achète ma crédibilité, quoi. Tu vois. Alors, en disant ça, je voudrais pas que les auditeurs entendent que j'ai construit ça. Non, c'était évidemment complètement inconscient, mais il y a cette dynamique on m'a pas reconnu, j'ai besoin qu'on me reconnaisse. Et dans ma sphère perso, la reconnaissance, elle est passée par une stabilité familiale, une construction familiale. Donc, à 23 ans, j'ai mon premier enfant. À 24 ans, j'achète ma première maison, etc., etc. Et ça, jusqu'à près de 40 ans où j'ai fait un switch de vie perso. On va y finir sur ce switch parce que j'entends un truc, notamment par rapport aux discussions qu'on a pu avoir en mode dans le travail, je trouve une forme d'excellence, mais quelque part je me voile un peu la face. Et de l'autre côté, dans la vie perso, ce serait un peu comme je me voile un peu la face aussi, mais moins en prise de position. C'est un peu comme si la vie pro prenait tellement d'espace que de là-dedans tu t'affirmais à fond, et comme si dans la vie perso il y avait moins de questions, il y avait plus de ok, je me concentre ailleurs. C'est juste quand je le dis comme ça? Oui, en tout cas, ma vie pro a fait que j'ai été très absent de ma vie perso. Ouais. Parce que mon environnement professionnel faisait ça, hein, c'était pas forcément un choix, mais je crois qu'en soi, ça m'allait assez bien aussi. Et par contre, dans ma vie perso, je reproduis quand même un certain nombre de schémas assez similaires. J'ai une éducation avec mes enfants assez qu'on qualifierait de stricte. J'ai toujours ce niveau d'exigence envers eux. Alors aujourd'hui, s'ils étaient là tous les trois, ils te diraient que ça les a bien aidés aussi, parce que ça leur a permis de se structurer. Mais en même temps, j'étais pas forcément un papa joueur. Moi, j'ai aussi eu une éducation qui m'a fait avoir des valeurs très très fortes de travail, de respect, d'engagement. Enfin, donc du coup, j'ai reproduit ça aussi dans mon schéma éducatif, quoi. Ouais. Voilà. Bon, aujourd'hui, avec un peu de recul, il y a des choses que je ferais probablement un peu différentes, même si je ne regrette absolument rien. Et encore une fois, je crois que si mes enfants étaient là tous les trois, ils pourraient valider que ça va, tout s'est bien passé pour eux, avec un papa un peu sévère, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Donc, on reprend. Adolescent en mode outsider, en mode, vous allez voir. T'es dans une forme de errance, sans trop de kiff, on te dit va là-bas, fais ça, technique, je me fais chier les gars, et au final ça t'ouvre une porte vers quelque chose que t'attendais pas, t'es reconnu, tu te sens puissancé dans le fait d'être reconnu, en plus tu vois que t'as des skills et que ça paye, t'es diplômé, tu rentres dans une entreprise, ça se passe très bien, t'évolues, et au final il y a un truc qui s'affirme à l'intérieur de toi en mode les gars, je suis plus l'outsider maintenant c'est vous qui allez faire l'épreuve. Il y avait un désalignement d'un côté, il y a un désalignement peut-être un petit peu plus de l'autre côté, même si tu te rends pas compte à ce moment-là. C'est tant dans la vie perso que dans la vie pro. C'est quoi le moment où il y a un truc qui commence à bouger? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un truc qui commence à bouger à l'intérieur de toi, remettre en question ce système-là? Qui fait que je suis là aujourd'hui avec toi. Ouais. En fait, qui commence à introduire le doute dans ta posture. Mais en fait, alors on va faire court, parce que là, effectivement, l'étape où on en est, j'ai 31 ans, c'est le début de ma progression, j'accède à un poste donc de manager, je commence à gagner correctement bien ma vie, et donc la machine se met en route, c'est-à-dire que moi j'ai envie de plus, j'ai envie d'être encore plus visible, donc je change de boîte, j'accède à une nouvelle, bon bref, jusqu'à arriver chez mon dernier employeur, où là, grosse entreprise, 12 000 personnes, et moi je deviens directeur commercial régional, enfin bon bref, je prends une région qui fait aussi mon arrivée dans le sud de la France. Voilà, j'ai un volume de chiffre d'affaires important, j'ai une équipe conséquente, je gère une zone assez grande,
Voilà, j'ai tout, j'ai les galons, j'ai le salaire, j'ai la bagnole de fonction, enfin tout va bien pour moi, quoi. D'autant que j'ai envie de mettre un contraste là-dedans, c'est que tu viens d'un milieu qui est quand même très modeste. Ah oui, clairement. Ouais. Ouais. Enfin, oui. Ma mère est secrétaire dans l'éducation nationale, mon père est employé de mairie. Enfin, je veux dire, ma grand-mère vient de l'assistance publique. Je sais pas comment on appellerait ça aujourd'hui, mais oui, milieu très modeste. Et tu as réussi à accéder à des sphères qui sont moins ouvertes pour ce profil-là initialement, quand même. Oui, mais ça aussi, tu vois, on peut faire des parallèles. 100%. Dans ma famille, je suis celui qui sort du lot. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des cousins, j'ai des cousines et tout. Alors, je suis celui qui sort du lot. Je vais rester modeste, mais en tout cas, on me donne cette étiquette-là. Et ça aussi, ça me fait du bien. Ouais. C'est-à-dire qu'encore une fois, à partir de là, on me dit « Waouh !» Donc, je suis celui qui réussit, qui fait des études, bref, encore une fois modeste, hein, je sais pas, j'ai un niveau bac+3, mais bref. Donc, oui, j'arrive chez cet employeur, tout est là, quoi. Tout est là, la réussite. Mais j'ai soif encore d'aller plus loin. Donc, je veux prendre la place de mon N+1 et en fait, c'est à partir de là où ça commence j'allais dire à merder. Ouais. Marguerite se promène. Ouais, elle ne ronfle plus, mais elle se promène. Donc ça commence à merder de quelle façon à ce moment-là ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que cette confrontation que j'impose en disant je veux prendre la place de mon N+1 m'amène à construire des relations professionnelles complexes pour la première fois. C'est-à-dire que pour la première fois, on commence à me dire non, mais tu vas rester à ta place. Ça, c'est un truc que je vis difficilement. Et puis j'avoue que j'avais expérimenté ce métier de manager, comme je le disais tout à l'heure, de façon un peu autodidacte. Enfin, j'ai été accompagné, et je commence à me rendre compte qu'il y a des trucs qui me vont pas. Enfin, je commence à plus me sentir à ma place. J'excellais dans le commerce, j'étais très très bon. Et là, j'ai une autre casquette depuis quelques années, 12 ans. Hein. On me demande de piloter des gens, et je sens qu'il y a un truc qui vient me chercher à cet endroit-là. Je me sens plus tout à fait aligné. Le fait qu'on m'adore ou qu'on me déteste, c'est quelque chose avec lequel je suis en difficulté. Je prends beaucoup moins de plaisir à cela. Okay. Je préférerais que tout le monde m'apprécie. Okay. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à bouger un peu. Ouais. Ok. Attends, t'as dit un mot-clé là qui m'a percuté. Ok, il y a un second truc là, c'est comme si à un moment donné, t'étais en mode... t'avais plus besoin de faire tes preuves, les choses s'installaient naturellement, et comme si d'un seul coup tu devais à nouveau faire des preuves. C'est comment quand je le nomme comme ça pour avoir la place du N+1 ? Oui, c'est un peu ça en fait. Ouais. Ok. En fait, il y a un moment où ce qui était devenu facile pour moi, d'évoluer, de grandir, d'accéder à quelque chose de plus grand, j'ai un stop. Ok. J'ai un stop par mon employeur, et qu'aujourd'hui je valide complètement. Il a eu raison de faire ça. Ouais. Mais du coup, chez moi, ça a eu un double impact, quoi. À la fois un arrêt dans ma progression. Ouais. Et aussi un truc qui vient me rechercher. Ouais. Tu vois, un truc du passé, quoi, qui vient me dire, ça y est, de nouveau, on te met sur la touche. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, avec le recul, merci, parce que c'est aussi ce qui fait que aujourd'hui je suis là, quoi. Bah ouais. C'est quoi la stratégie que tu mets en place alors ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là pour faire bouger cette situation ? Alors j'en choisis deux. D'abord, je décide de me mettre en rupture. Enfin, en tout cas, je dis à mon employeur, ça va être lui ou moi, mais de toute façon, on ne pourra pas continuer tous les deux. Et j'ai pas conscience quand je fais ça. Quand je fais ça, je crois encore que je vais gagner. Hein. Je suis encore dans l'ancienne dynamique, quoi. J'ai pas conscience que non, je vais pas gagner, je vais perdre. Enfin, je le voyais à l'époque comme étant je vais perdre. Oui. Aujourd'hui, je suis très heureux et j'ai gagné. Ouais. Donc ça, c'est la première stratégie. Je mets un coin dans la porte, quoi. Et putain, il va falloir que ça passe. Ça, c'est le premier truc. Et puis, malgré tout, j'ai quand même un peu de conscience je me mets dans une situation un peu complexe. Si jamais ça se passe pas bien, en plus tu vis des trucs professionnellement où tu te retrouves plus tout à fait, qu'est-ce que tu vas faire demain ? Et quand je rentre dans cette entreprise, ils me font un super cadeau pour prendre ma fonction, pour prendre mes fonctions. Je suis jeune, hein, quand j'arrive dans cette boîte, j'ai 32-3 ans. Ils me disent, si c'est OK pour toi, on voudrait te proposer un coaching à la prise de poste. Et donc, je rencontre le métier de coach à cette époque-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est, moi. C'était donc il y a presque 20 ans. Hein. Je ne sais pas du tout ce que c'est, et j'accepte en me disant, c'est une super opportunité pour moi, ça va me faire grandir, etc. Et je découvre ce métier-là. Je trouve ça super. Le gars qui m'accompagne à l'époque, un coach dont je ne me rappelle plus de son nom, qui est probablement en retraite aujourd'hui, un monsieur déjà âgé, en région lyonnaise, est top.
il me permet d'aller connecter avec des éléments qui étaient très très éloignés de moi, parler de moi, aller à la découverte de qui je suis, enfin bref, des trucs. Pour moi à l'époque, je me dis mais il est fou ce type. Mais par contre, ça vient déclencher un truc chez moi de waouh, c'est chouette. Et donc quand je vis cette période un peu compliquée, je me dis si demain je dois faire quelque chose d'autre, et j'ai pas très envie d'aller refaire ce que je fais aujourd'hui parce que comme ça me plaît plus, il y a des chances que ça me plaise pas ailleurs. Donc peut-être que je pourrais envisager de faire un autre métier. Et je me dis que devenir coach, ça pourrait être un truc chouette. Mais aujourd'hui, on parle de coaching de partout. À cette époque-là, coach, c'est un truc. On est 4 en France à savoir ce que c'est. Je caricature, mais c'est un peu ça, quoi. Et donc, quand ça commence à bloquer avec mon employeur, je me dis, je vais peut-être commencer à me former. Et donc, je le sollicite à ce moment-là. Attends. Parce que là, ce qui est en train de se passer, là, je veux qu'on prenne quelques minutes dessus. En gros, il y a un truc où il y a un gars qui t'amène à regarder un peu plus à l'intérieur. Oui. T'as pas très envie. En tout cas, ça fait bizarre. Ouais. Et pourtant, t'as envie de faire ce qu'il fait. Oui, absolument. Ouais. Qu'est-ce que ça vient agiter chez toi ? Qu'est-ce que ça vient faire pour toi d'avoir cet homme ? Quel genre d'interaction il a avec toi pour que ça te touche autant comme ça ? Dans ce qui t'en reste. En tout cas, je le sens dans une posture qui n'est pas la mienne. Et je pense que c'est ça qui vient me toucher. C'est qu'il est donc on est en coaching individuel, hein, donc c'est des séances individuelles, 1h30, 2 heures, enfin le format assez classique. Et il a à la fois, à mes yeux en tout cas, c'est une compétence technique, un savoir-faire, et il a quelque chose que j'ai pas moi, c'est qu'il est là pour moi, avec moi, pour m'accompagner. Donc il a de la disponibilité, il a de l'écoute, il a de l'attention. Bon, évidemment, en plus, c'est son métier, donc il fait son job, quoi. Même à l'époque, je n'ai pas conscience de tout ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement nouveau. Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, encore une fois, je te rappelle, je suis manager, c'est qui m'aime me suivent. Si tu m'aimes, j'adore. Si tu me détestes, je m'en fous, quoi. Enfin, même si ça vient commencer à me titiller un peu, c'est globalement ça mon schéma à moi. D'autant que tu as employé des mots, et je trouve qu'ils sont assez marquants. C'est la première fois que je les entends comme ça. Quand je travaillais à General Electric, je voyais les comités de direction avec les projets de pilotage d'équipe. On pilote 11h05. On pilote une équipe. On n'est pas à accompagner une équipe. On la pilote. Enfin, je vois le truc de plier l'équipe aux besoins de l'entreprise, tu vois. Donc, j'avais envie de dire ça parce que c'est ça qui était dans ma tête, qui m'a frappé tout à l'heure. Ok, donc le mec, il fait preuve d'une vraie présence. Il a la qualité de présence. Il est entraîné pour ça. Si t'as pas l'habitude, tu vois que ça te fait des choses. Tu te dis, j'aimerais bien faire ces choses-là. Il se passe quoi par la suite alors ? Tu te dis que tu veux te former à ça ? Oui, alors du coup, comme... je reprends le cycle, j'ai été perturbé une nouvelle fois par ma montre. Comme ça commence à merdouiller un peu, je me dis qu'effectivement, ça pourrait être un métier qui m'intéresserait. Je suis en même temps très effrayé parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Je ne suis pas sûr d'être capable de le faire. Moi, à cette époque-là, me relationner avec les gens, oui, dans la mesure où tu me ramènes du chiffre d'affaires, sinon... en tout cas, j'ai pas la notion de l'importance de la relation humaine. Voilà, je crois qu'il faut le dire comme ça. Donc assez effrayé, mais en même temps plutôt attiré. Donc, quand ça commence à merder, je me dis, je vais peut-être commencer à me former, parce que si jamais ça va jusqu'au bout, la rupture, peut-être que je pourrais imaginer d'en faire un métier. Voilà. Mais c'est la graine qui est semée, quoi. On est aux prémices. Hein. Voilà. Et donc, je sollicite mon employeur de l'époque, avant qu'on décide de se séparer, en lui disant, voilà, j'aimerais bien faire une formation. À l'époque, je le vends à mon employeur comme étant une formation qui me permettra de devenir meilleur dans ma posture de manager. Mais je suis assez convaincu de ça aussi. Comme je suis un peu à la frontière entre les deux, que je ne sais pas trop, je me dis si en plus je dois rester, ça peut m'aider. Et donc, c'est là que mon chemin croise celui de la programmation neurolinguistique. Ok. Voilà. De quelle façon est-ce que ton chemin croise la PNL ? Oh, alors là, donc on est en 2000... 7, 8, 9. Oui, j'ai quitté en 2010, plutôt 9 ou 10 par là. Internet fonctionne, mais bon, c'est pas non plus... donc, je suis en région, quand je dis en région dans le sud de la France, j'habite à côté de Montpellier. Et donc, je tape tout simplement formation, management, PNL. Alors, j'avoue que je sais plus trop comment la PNL est arrivée jusque moi. J'en ai un vague souvenir d'avoir lu un truc là-dessus, je sais pas exactement, bref. Et donc j'ai cherché formation, management, PNL et je suis tombé sur un site
d'un institut de formation à Montpellier qui proposait ça, et voilà. Ok. Et c'était quoi cet institut? Ça s'appelait Ouais. Génération Formation. Ok. Et tu fais Donc quoi? on est en 2010. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je suis coach professionnel, Ouais. et je gère 2 entreprises. Une historique que j'ai créée en 2013 et puis une autre que je viens de racheter qui s'appelle Génération Formation. J'avais juste envie de glisser ça là maintenant. Juste pour que l'auditeur se dise, waouh, attends, il a été formé là-dedans, maintenant c'est le leader de cette entreprise. Ouais. On va arriver à ça. Du coup, tu fais ta première formation qui est en PNL. Ouais. Qu'est-ce que tu vis dans cette formation? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors le truc important, c'est que je découvre cet institut à l'époque, Ouais. par la porte de la PNL. Mhm. J'appelle, je tombe sur l'ancien gérant, Michel, qui aujourd'hui encore fait partie de l'équipe, qui est le cédant, celui à qui j'ai racheté. Et donc, en parlant de PNL, je lui parle un peu aussi de mon projet. Il me dit, mais nous, sache qu'on fait en plus une formation de coach. Mhm. Donc, dans cet institut, non seulement j'y trouve l'outil que je pensais être adapté à mon environnement managérial et potentiellement à quelque chose d'autre d'après, Mhm. et il y a une formation de coach. Mhm. Et donc, je valide avec mon ancien employeur de démarrer et la formation de coach et la formation de PNL, Mhm. qu'il paye pour partie. Voilà comment l'histoire démarre, quoi. Trop cool, ça commence avec beaucoup de sécurité, puisque du coup, c'est Oui. c'est un tiers qui finance ça pour toi, Oui. dans un commun accord. Oui, Trop cool. oui. Qu'est-ce que tu vis comme expérience, du coup, dans cette formation? C'est alors, là pour le coup, je peux le dire assez simplement. Je pense que c'est le premier grand bouleversement personnel. Ok. Voilà. Bouleversement au sens, j'avais eu des douleurs, des joies avant ça. Hein, c'était pas la question, mais je viens percuter, intégrer des éléments dont j'avais pas forcément conscience. Ça y est, je suis sur le chemin de la connaissance, de la conscience de soi, du travail sur soi. Ça y est. Et là, je me rends compte de trucs. D'abord, de trucs très très effrayants au départ. Je me rends compte de choses auxquelles je peux avoir accès, mais qui me font peur. Dans ton introduction, tu as parlé de ma sensibilité. Je t'ai dit que ça me touchait. Moi, c'est un truc. La sensibilité, je savais pas ce que c'était. Moi, j'ai quand même reçu une éducation très. Un homme, ça pleure pas, ça veut pas avoir ses faiblesses. Enfin, c'est ça. Hein. Encore une fois, je vais avoir 52 ans. Je suis d'une génération passée, moi. Et donc, je connecte avec tout ça. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un formateur à l'époque, enfin Michel, qui était le formateur PNL, qui, lui, s'autorise tous ces trucs-là. S'autorise à être un homme avec sa sensibilité, ses émotions. Et moi, au début, je me dis, mais wow, c'est quoi cet extraterrestre? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? D'abord, il y a une espèce de rejet, tu vois, de truc. Mais non, tu peux pas faire ça, là, avec 15 personnes dans une salle. Et puis très très vite, je vois les bénéfices d'être cela. Pour lui, je vois les bénéfices d'être cela pour les gens qui sont avec moi dans la salle. Et là, je commence à me dire, tu vois, rien que d'en parler, le truc se pose, quoi. Je commence à me dire, waouh, mais c'est un autre monde, quoi. Ouais. Voilà. Donc en gros, tu vois un homme qui est capable de faire preuve de sensibilité. Ça te challenge dans un premier temps. Il y a un truc qui s'ouvre en mode waouh, il y a un truc là-dedans. Qu'est-ce que tu vas découvrir toi de tout ça? Comment ça va te profiter? Ben, je dirais que ça commence par me bousculer. Au début, je suis pas sûr de profiter. Hein. Ça commence vraiment par me secouer. Je prends conscience de mes schémas. Je prends conscience de tout l'impact qu'a eu mon éducation. Je prends conscience de tout l'impact de mes difficultés en tant que gamin, de tout ce que m'a fait vivre mon environnement. Donc, je prends conscience que j'ai construit des croyances. Que ces croyances-là m'amènent à avoir une posture, m'amènent à avoir des comportements, et je commence à comprendre, en fait, tout ce qui a été ma vie avant ça. Et ce qui est très très chouette, parce que je croise Michel, mais je croise la route d'autres formateurs à ce moment-là, dans tout le parcours que j'ai fait chez Génération Formation, j'en ai eu plusieurs. Je prends conscience de tout cela avec beaucoup de, j'allais dire de sagesse, non pas encore, mais en tout cas de bienveillance à mon égard. C'est-à-dire que j'ai aussi la conscience que tout ce que j'ai vécu avant me permet aujourd'hui d'être là. Et que le fait d'être là aujourd'hui me permet de dire ouais, mais peut-être qu'il va falloir que tu fasses aussi un peu autrement, parce que sinon dans 15 ans tu vas te retrouver avec un ulcère à l'estomac, 2 cancers, et puis ça sera trop tard, quoi.
C'est tellement important ce que tu es en train de dire là. Je reprends depuis le début là. Il y a dire jeune, tu vis avec le truc de Romuald, tu seras l'outsider. Et toi, il y a un truc en mode, mais les gars, vous savez pas comment je suis pugnace. Et donc du coup, cette pugnacité. J'aime bien ce mot-là, pugnace. Mais grave. Je trouve que je vais pas rentrer là-dedans. Je reste là-dedans. Pas trop de digression, Alexandre. T'es pugnace. Tu développes des compétences qui te permettent de dire, vous avez vu les gars, vous saviez pas qui j'étais, je vous montre qui je suis. Tu répètes ça. Avant de répéter ça, c'est tu vas faire des études et tu te perds. Tu te perds parce qu'en fait, on te dit tu vas faire ça, mais toi tu te reconnais pas là-dedans. Ça te fait un peu chier. Tu prends position en disant non, j'ai envie d'essayer autre chose, tout ça. T'atterris sans trop savoir dans le commerce. Et en fait, tu te rends compte que t'as des talents. T'as une personnalité qui est façonnée pour ça. Peut-être ton côté pugnace, peut-être ton côté à vouloir faire en sorte de correspondre. Il y a un truc comme ça qui se passe. T'es reconnu, tu te reconnais, tu rentres dans le métier, ça se passe très très bien. Ta pugnacité. Par tous les moyens, je ferai rentrer ce service de qualité dans votre entreprise parce que vous en avez besoin et je vais vous montrer pourquoi. Et tu les fais avancer, tu es en puissance là-dedans, ça marche très très bien, tu scale up, tu arrives à des postes de management, tu n'es pas trop formé pour ça, mais tu es tellement performant qu'on te dit, en tout cas dans la vente, qu'on imagine que tu seras bon là-dedans. Tu fais tes armes comme tu peux, mais il y a un truc où tu vas être en mode, je vais vous adapter à moi les gars. Je ne sais pas relationner avec moi, je sais en faisant preuve de pugnacité avec moi-même, j'arrive à aller là. Je vais faire preuve de pugnacité avec vous pour que vous alliez là où vous avez, là où j'ai besoin de vous piloter vers. Il y a des gens qui t'adulent pour ça. Il y a des gens qui te détestent pour ça. Au début, c'est un mode détestez-moi, il y a pas de problème, je suis tellement bien dans ma perfusion d'adulation et que ça ira. Et puis en fait, il y a un moment de là, ça commence à me titiller un peu ce truc-là. J'aimerais bien rajouter des cordes à mon arc. T'entends parler on te propose du coaching. Tu vois un mec qui fait preuve de délicatesse avec toi et de fermeté au même moment. Ça te touche et ça te bouscule. Tu te dis ça, j'en ferais bien mon métier sans trop savoir pourquoi. Même dans ta vie en parallèle, dans ta vie perso, il y a comme un désaxage, mais c'est pas trop focus là-dessus parce que c'est ta vie pro qui prend le devant, mais il y a un truc qui est pas tout à fait aligné là-dedans. Tu rencontres la programmation neurolinguistique, tu rencontres ce gars, Michel, qui incarne quelque chose dans sa posture, qui te fait bouger. Tu dis, je fais preuve de sagesse, tu dis non, je peux pas faire. Si, je crois honnêtement que tu fais preuve de sagesse quand tu commences à recevoir ces enseignements ou tu commences à accepter tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à partir du moment où la sensibilité s'installe, où l'autorisation de la sensibilité s'installe, même si tu es un homme, il se passe quoi pour toi à ce moment-là ? Je pense que le premier truc... Alors, au-delà des aspects techniques dont on va revenir, sur lesquels on va probablement revenir, parce que du coup, ma vie professionnelle va changer, et ma vie perso va changer aussi. En tout cas, pour moi, il se passe un truc évident, c'est que j'étais plutôt dans un schéma avant qui était « j'ai du pouvoir sur ». J'ai du pouvoir sur vous. Je suis capable de vous faire aller avec moi. Je suis capable de... Ouais, disons le mot, je suis capable de vous manipuler. Je suis capable de faire de vous ce dont j'ai besoin, moi. C'est ce que j'appelle du pouvoir sur vous. Ouais. Et là, j'accède à un truc qui est j'ai du pouvoir pour nous. Voilà. Donc ça m'ouvre à un truc de... En fait, la vie, c'est pas juste un combat, quoi. Ouais. La vie, c'est pas juste il faut que tu montes tes muscles, il faut que tu fasses voir que t'es le plus beau, que t'es le plus fort, et c'est comme ça qu'on va te reconnaître. Non, il y a autre chose aussi. Bon, mais on est au début, pour le coup. Ouais. Donc c'est à la fois pour moi le grand vide, très très effrayant, parce que pas d'accès à ça. Enfin, si la porte vient de s'ouvrir, quoi, mais très très. Et en même temps, un truc juste énorme qui s'ouvre en disant waouh. Et quelle perspective, sans savoir. Mais tu vois, une espèce de truc qui s'ouvre, quoi. Voilà, c'est probablement ça qui se passe à cette époque-là, quoi. Ok. Et comment est-ce que tu as... Et je me rends compte que moi-même je peux être touché. Enfin, j'ai des souvenirs de cette formation, que ça soit de PNL ou de coaching, où je m'autorise. Non, je m'autorise pas parce que je décide pas. Ça vient comme ça, mais je craque. Je peux moi-même faire preuve de sensibilité, d'émotion. Chose que j'imaginais pas possible, quoi. Ça veut dire quoi, craquer pour toi à ce moment-là ? Je me mets à pleurer sur des situations. Je me sens touché à l'intérieur de moi sur ce que les gens peuvent dire. Enfin, ça c'est un truc. Ouais, j'avais envie que tu poses les mots pleurer parce que tu dis craquer, mais en fait, quand tu dis je fais partie d'une ancienne génération, j'ai l'impression que je suis un peu dans le pivot, tu vois, et à l'intérieur de moi, c'est interdit de pleurer. Ouais. C'est incroyablement compliqué de trouver les larmes.
Et donc du coup, le fait que toi qui a vécu encore plus que moi cette génération d'un garçon ça pleure pas. Je me rappelle ma mère qui me disait non mais bats-toi là, c'est pas ce truc-là. Et du coup que même toi qui as vécu pire en matière du conditionnement trouve l'espace pour lâcher, ouvrir, pleurer. J'avais juste envie de te le faire nommer. Tu parles d'une ouverture à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand il y a l'ouverture à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça fait changer dans ta vie? Il se passe deux choses. Ouais. Et alors, on se connaît un petit peu. Moi, je crois beaucoup dans le pouvoir universel, des énergies, du karma, de tout ça. Donc, il n'y a pas de place au hasard. Il se passe deux choses. La première, c'est que la porte dans le coin que j'avais mis d'un point de vue professionnel, le coin dans la porte, c'est mieux. Le coin dans la porte que j'avais mis dans ma vie professionnelle, ça pète. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est mon employeur qui dit, tu sais quoi, on va se séparer. Dur. Alors là, je prends une putain de claque. Ah ouais. Parce que là, c'est tous mes démons qui redébarquent, quoi. Ah ouais. Quoi? Vous osez me dire que vous allez vous passer de moi? En fait, il se passe un truc, c'est un tsunami, pour le coup émotionnel. Ah ouais. Donc je prends cher. Donc c'est l'affaire de quelques jours. Bon, très vite, je me rends compte, après quelques jours, très vite, je me rends compte que mon employeur de l'époque, alors je m'entendais pas du tout avec mon N+1, mais je m'entendais très très bien avec mon N+2. Je comprends très très vite que c'est juste un message de dire on va s'arrêter, mais on va trouver un terrain d'entente pour s'arrêter. Donc le putsch émotionnel redescend, et là je me dis ok, je vais pouvoir préparer l'avenir. Donc ça c'est l'aspect pro. Et puis sur l'aspect perso, la porte s'ouvre à... donc là ça fait 21 ans, 22 ans que je partage ma vie avec la mère de mes 3 enfants. On est mariés depuis. Et là s'ouvre la porte à... mais en fait, j'en peux plus. Cette vie-là, c'est fini. Je n'en veux plus. Alors, si elle nous écoute, je voudrais pas la blesser. C'est pas du tout mon intention. Mais à cette époque-là, il se passe un truc à l'intérieur de moi de dire j'ai fini, je m'ennuie. Et je l'aime plus. Ce qui n'est pas égal avec je ne l'ai pas aimé, non, je l'ai profondément aimé, mais j'ai plus ce truc-là, quoi. Donc je me prends une double intensité, quoi, et le pro et le perso. Alors, le perso, je l'ai mis un peu de côté. J'ai d'abord géré le pro parce que c'était d'actualité, mais le perso, il est revenu 2 ans après, quoi. Ah ouais. Voilà. Ça me parle tellement. Je veux dire, je m'intéresse beaucoup à Tantra. Et de quelle façon Tantra vient ouvrir des choses à l'intérieur de moi. J'ai fait une conférence ce week-end qui parlait de ça. Et en fait, je me rends compte qu'on a des croyances qui trouvent le moyen des croyances qui modifient notre façon de percevoir l'environnement, qui génèrent des émotions, qui font générer des attitudes, qui font générer des résultats, qui confirment la croyance. Et en fait, plus ce truc-là se boucle, et plus c'est notre personnalité qui se définit. Et en fait, je me rends compte dans ce que tu es en train de dire, combien la PNL est venue faire bouger tes croyances tellement fort que c'est ton identité qui change. Et du coup, indirectement, tu n'aimes plus les mêmes choses, ça te fait pas générer les mêmes émotions, ça te fait pas générer les mêmes comportements, les mêmes résultats. Je me sens super en lien avec ce que tu es en train de décrire. Le pro est bouleversé, le perso est bouleversé, même si c'est avec retardement. Il se passe quoi dans ta vie? C'est quoi tes aspirations à ce moment-là? Alors, il se passe un premier truc, c'est qu'il s'ouvre chez moi un espace de « j'ai besoin de liberté ». Alors aujourd'hui, dans le mot liberté, on y met tout, mais en l'occurrence, je croise la route d'un autre formateur qui est lui aussi devenu un ami, qui s'appelle Philippe, qui lui est le champion du monde des autorisations, et il m'ouvre il libère des autorisations chez moi juste énormes. Et donc il y a cet appel à la liberté. Quand je parle de liberté, c'est de choisir ce que je veux faire, d'aller où je veux, avec qui je veux, c'est ça. Et ça s'ouvre très très fort chez moi, alors que j'étais très conditionné à il y a un chemin, on continue le chemin, on construit sur le chemin, on progresse, enfin bref. Donc ça, c'est un truc assez énorme, assez puissant qui se déclenche. Du coup, j'ai perdu le fil de ta question, Alexandre. Qu'est-ce qui se passe? Ton identité est en train de bouger parce que la PNL a fait bouger des choses. Il y a des choses qui s'ouvrent dans ta vie. Le pro qui change, le perso qui change. On marque une pause. J'ai envie de vérifier un truc. Parce que là, c'est important ce qui va se passer. Tac, depuis tout à l'heure, ça occupe mes pensées. 40 minutes. On est bon. Tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien. Ah ouais, j'en prends. Je te relance parce que là, on est dans le dur. Voilà. Tac.
On va finir le podcast d'ici une quinzaine de minutes. Nickel. Mais vu que ça va être très intense là, j'ai envie qu'on soit dans le meilleur setup. Tac. Ok. Ouais, donc tu me dis... Attends, je vais me servir de l'eau aussi. J'étais sur le point de boire de l'eau, mais il me faut de l'eau aussi. En gros, cette formation, elle a fait bouger ton identité. Il y a ton cœur qui s'ouvre, ta vie perso est en train de changer, ta vie pro est en train de changer, d'abord la pro d'ailleurs, et t'as un mec qui te parle d'autorisation. Avant qu'on aille dans la suite, en fait, j'avais envie de te poser cette question, on ira plus dans ton histoire après, c'est quoi cette histoire d'autorisation et en quoi c'est le champion de l'autorisation, lui? Tu dis à un moment donné, toi, t'as un désir de liberté, et en fait, t'es enfermé dans un truc de je dois, Ouais. et tu rencontres quelqu'un qui est en mode autorisation. Ouais. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que tu t'ouvres comme autorisation à toi? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai face à moi un gars qui est coach, thérapeute, à qui j'attribue une espèce d'aura, enfin un truc de l'ordre de la puissance. Ouais. Mais tout comme j'attribue ça à Michel aussi, c'est vraiment les deux personnes dans l'institut qui m'ont marqué à cette époque-là. Et lui, c'est ce que moi j'appelle un pirate de la vie, quoi. Vas-y. Anarchiste positif. Quand je parle d'anarchiste positif, c'est quelqu'un qui choisit de mener sa vie comme il a envie de la mener. Ok. Alors certes, dans un environnement, puisqu'il vit dans une société, hein, il s'accommode des principes de la société, mais il s'autorise, dès que c'est possible, sans être au détriment de l'autre, à faire comme bon lui semble. Ouais. Ça, c'est fort, ça. C'est un extraterrestre, pour moi. Enfin, je veux dire, je vois ce type-là, je me dis... T'as un exemple concret d'autorisation comme ça, là? Ah oui. Vas-y. Et un exemple, j'allais dire, très très simple. Regarder quelqu'un droit dans les yeux, et puis lui dire non. Tu vois? Ouais, je vois très très bien. Hein? Le gars, t'es en train de lui expliquer, moi qui suis là avec mes belles paroles et tout, je lui explique des trucs, et puis il me regarde et puis il me dit non. Non, je peux pas, moi, ça. Ouais. Et moi, je vois ce type et je me dis, mais à moi, tu dis non. Mais c'est pas possible. Et en même temps, mais t'es énorme, gars, quoi. Tu vois? Ouais. Voilà, c'est un truc super simple, hein. Ouais. Mais moi, tu vois, d'en parler, ça me file des frissons et tout. Il m'a ouvert des trucs Ah ouais, on peut faire ça, quoi. Ouais, tu peux juste vivre comme t'as envie de vivre. Et ça, moi, ça ouvre des putains d'espaces de liberté juste hallucinants, quoi. À quoi tu choisis de dire non? À quoi tu choisis de dire oui avec ça? Moi, là? Ouais. Alors, je choisis de dire oui à mes projets professionnels et de vie, parce que la graine est semée. Ça va s'arrêter. Ouais. Et je choisis de dire oui à mes projets, et je choisis de dire non. Je commence à dire non à un certain nombre de contraintes. Je dis je commence parce que c'est monté en puissance avec les années, quoi. Ouais. Voilà. Je suis au début de ça, quoi. Ok. Tu dis oui à une orientation professionnelle vers le coach. Ouais. Succinctement, très succinctement, comment ça se termine? Comment tu fais le switch vers coaching? Alors, oui, de façon très simple. Donc, mon employeur me dit qu'on va se séparer. Donc, effectivement, on discute de la séparation. Ça se passe bien. Voilà, moi, je sors serein de l'entreprise. Je suis officiellement, pour la première fois de ma vie, demandeur d'emploi. Donc, je touche mes indemnités. Et j'ai traité mon départ, donc j'ai un peu d'argent. Enfin bref, je suis confort. Quoi. Voilà, je suis confort. Et donc, je poursuis mes formations. Je finis ma formation de coach. Je finis tout mon parcours de pénaliste chez Génération Formation. Et pendant 2 ans, les 2 premières années, donc 2011-2012, je choisis de me former pour devenir... Donc là, j'ai pris la décision de devenir coach professionnel. Et je choisis de continuer à me former pour constituer ma caisse à outils de coach. Donc pendant 2 ans, alors là, pour le coup, je sors un peu de je reste chez Génération Formation pour faire d'autres choses. Mais je vais aussi me former ailleurs. Je vais me former au modèle Processcom pour devenir coach formateur certifié. Je vais choisir de me former au jeu psychologique du Dr Karpman, sauveur, persécuteur, victime. Bref, je constitue ma caisse à outils pendant 2 ans. Et puis, dans l'environnement commercial, j'avais un réseau et j'ai un certain nombre de mes clients qui m'apprécient, qui me disent « Romuald, c'est le moment, lance-toi ».
Et comme tu as des compétences commerciales et des compétences managériales, crée un institut de formation, crée une structure qui te permette de faire de la formation. Ouais. Nous, on va te faire intervenir, et là, voilà, la machine est lancée, je crée Individu et Développement, ma première structure. Et donc, très très vite, je fais du business qui me permettent de financer toutes mes formations, quoi. Voilà. Carrément. Et en 2013, je deviens coach, je pratique le coaching. On s'arrête là. Ouais. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes ce podcast, probablement que tu es dans une vie en ce moment où il y a des choses où tu aimerais bien que ça bouge, tu sais pas trop comment faire, tu te sens pas aligné, et un peu comme l'histoire de Romuald, tu le dis, là il y a un truc, j'aimerais bien apprendre d'autres choses. Regarde ce qui se passe avec Romuald. Dans sa vie, il découvre que la PNL existe et que d'autres concepts lui permettent d'ouvrir son cœur, de trouver un petit peu plus sa voie, et quand il décide de se lancer là-dedans, il fait le pont entre deux mondes, le monde du commerce et de l'entreprise et le monde du développement personnel et du bien-être. Et il fait tellement bien le lien entre les deux qu'il se crée des opportunités pour vendre un service crucial pour les entreprises qui va lui permettre de vivre. Toi qui regardes cette vidéo-là, tu as probablement ça aussi à l'intérieur de toi, ce truc de faire le pont entre l'univers professionnel dans lequel tu es aujourd'hui et l'univers sensible dans lequel tu es en train de commencer à mettre le pied aujourd'hui. Romuald, il incarne ça avec sa vie et c'est ça qui facilite aujourd'hui avec Génération Formation, mais on va y revenir. Je veux juste que vous reteniez et que vous observiez bien ce qui va se passer avec Romuald là et comment il a construit sa vie qui fait le pont entre ces deux compétences. Romuald, tu dis que tu as des entreprises qui apprécient ton savoir-être, ton savoir-faire. Tu lances ton activité appuyée par ce réseau-là que tu as su solliciter aussi. En combien de temps tu es stable ? En combien de temps tu génères un chiffre qui te permet de vivre de la sécurité ? 12 mois, 1 an. Ouais. Alors, il y a deux choses là-dedans. Tu as des compétences commerciales, tu as un gros réseau aussi à ce moment-là, avec des entreprises qui ont... J'ai été très, j'allais dire, aidé. Non, j'ai été le chercher, tout ça. Merci. Mais oui, Ouais. En tout cas, dans tout ce que tu dis, il y a quelque chose qui pousse très très fort. Et là, effectivement, j'invite tous ceux qui nous écoutent. Il faut oser, quoi. Ouais. Il y a un moment où faire preuve d'audace, moi, souvent, je dis, au pire des cas, qu'est-ce qui va nous arriver ? Rien de plus que ce que l'on a déjà. Alors, ça peut pas être, c'est pas pire puisqu'on connaît déjà ça. Et donc, au mieux, il va se passer des trucs, quoi. Donc, moi, j'ai osé. J'ai osé demander à des potes, à des clients, de leur dire là, file-moi un coup de main. Et les gens ont répondu présent. Voilà, quoi. T'es stable, t'as développé ton activité, mais il y a un autre projet à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Je pense à ce que tu as ressenti quand tu as rejoint Génération Formation, la petite idée qui a pop dans ta tête à ce moment-là. Là, quand j'ai racheté GF il y a 1 an et demi. Du coup, tu viens de spoiler. je pensais plus à... Non, mais on l'a dit tout à l'heure déjà que j'avais racheté ma boîte. C'est vrai. On peut spoiler. C'est vrai. Quand tu as rejoint Génération Formation pour être formé dans un premier temps, il y a un truc qu'on n'a pas nommé là. Oui, je sais. Vas-y. Ouais. Oui, en fait, quand j'étais sur les bancs de l'école Génération Formation, je voyais Michel, le patron de cette boîte. Bon, bref, je refais pas tout le schéma. Et vraiment, je vais vous le dire tel que ça s'est passé. Je me rappelle d'un jour, je me vois dans la salle. C'était une salle en U. Moi, j'étais au bout du U, le dos à la baie vitrée, et je voyais Michel en train de faire un protocole, je sais plus lequel. Bref, et là. M'est venu un truc qui est un jour, j'aimerais avoir une boîte comme celle-ci. Un jour, j'aimerais avoir un institut de formation qui forme des gens pour grandir. Décidément. Bonjour. Pour grandir, qui forme des gens pour s'améliorer, aller vers quelque chose qui leur donne envie, quelque chose qui les touche, en faire un nouveau métier, bref. Et j'ai vraiment posé l'intention de... Si un jour j'arrive à avoir une boîte comme celle-ci, je serais super heureux, quoi. Voilà. Mais à l'époque, c'était juste assis, moi, avec mes notes et tout, me dire, waouh, c'est trop chouette, quoi. Voilà. T'es coach, ça fonctionne bien. T'as envie d'expansion. Il se passe quoi ? Donc mais là, on s'était arrêté aux alentours de 2012. Donc effectivement, il y a une première bascule, c'est que je prends conscience de l'importance du savoir-être dans l'environnement professionnel. Enfin, en tout cas, je le valide. Donc, je laisse un peu tomber le savoir-faire. Et donc, du coup, dans cette première structure qui est Individu et Développement, je fais du coaching et de la formation professionnelle. Et là, pour le coup, mes orientations sont vraiment
des choses de l'ordre de la posture managériale, de l'identité, apprendre à relationner avec les autres. Enfin bref, c'est ça toute mon expertise. Et puis maintenant, tu commences à me connaître un peu. Au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer. Je suis dans une espèce de routine, donc je peux pas perdre ce que je suis. Hein. J'ai envie d'avancer et de faire d'autres choses. Et donc, je pose auprès de mon expert comptable juste après Covid, 2021, je pose l'idée en lui disant, écoute, j'ai un peu atteint mon plafond de verre, j'ai pas beaucoup de possibilités pour aller plus loin. C'est soit il faut que j'embauche, mais j'ai pas envie, faire de la croissance organique, c'est compliqué. Sinon, peut-être je peux faire un peu de croissance externe, pardon, c'est des termes techniques, mais je pourrais peut-être racheter une entreprise pour grandir et puis faire autre chose. Bref. Et puis il se passe 2 ans, et pendant 2 ans, il se passe rien. Et puis un jour, mon expert comptable et conseil m'appelle en me disant, Romuald, il est tombé un dossier sur mon bureau et il m'explique. Il me dit, te connaissant tes expertises, ton environnement et tout, je suis sûr que cette boîte, elle peut t'aller. Et donc, il commence à me parler d'une entreprise qui forme à la PNL, qui forme à l'hypnose ericksonienne, il me parle de développement perso. Et je lui dis, mais Julien, c'est quoi cette boîte? Il me dit, je sais pas, le dossier est arrivé hier, j'ai pas le nom de l'entreprise, mais voilà, tout de suite, je t'en parle, est-ce que ça t'intéresse? Et là, je lui dis, bah alors Julien, ça m'intéresse, et moi, je sais qui c'est. Parce que des boîtes comme celle que tu es en train de m'évoquer à Montpellier, il n'y en a pas 50, quoi. J'ai dit, je sais qui c'est Génération Formation, celui qui vend, c'est Michel Rollion. Et donc, si c'est ça, oui, ça m'intéresse. Et il me rappelle le lendemain, et il me dit, mais c'est énorme, c'est bien Génération Formation. Voilà. Donc ça, c'était 2022. Ouais, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai racheté Génération Formation. Ça fait un an que je suis aux commandes maintenant, que je dirige cet institut. Ouais. Et voilà. Trop bien. C'est quoi? Je veux dire, je crois que ce que j'ai envie de montrer avec ce podcast, c'est de quelle façon ta vie a bougé et comment, avec ce mouvement de ta vie, tu as réussi à créer un travail. Et j'ai la sensation, à force d'échanger avec toi, que c'est cette opportunité que tu veux offrir aux gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui a envie de retrouver un alignement, de leur offrir les moyens de rencontrer un outil qui leur permette de vivre cet alignement. Et pour ceux qui en ont envie et le courage de créer un travail avec cette ouverture du cœur, comme ça a été ton cas. Toi, comment tu nommerais les choses aujourd'hui avec Génération Formation? C'est quoi le message que tu as envie de faire passer à ces gens qui vont nous entendre là? C'est quoi Génération Formation pour toi aujourd'hui, Romuald? Je suis assez touché par cette question parce que pour moi, Génération Formation, c'est un truc, c'est quelque chose de très très important aujourd'hui, à plusieurs titres. Le premier, j'ai une vraie relation affective avec cette entreprise. Relation affective parce que c'est pas la seule cause, mais en tout cas, elle a contribué au changement qui a été le mien. Voilà. Ouais. Si j'étais pas passé par cet institut-là, probablement que ma vie serait une autre. Et comme je suis plutôt très content de la vie que j'ai aujourd'hui, donc il y a une vraie dimension affective avec cet institut. Ouais. Le deuxième truc qui vient vraiment me toucher, c'est que à l'époque, quand j'ai semé la graine de dire j'aimerais bien avoir une boîte comme ça, il y avait les raisons que j'ai évoquées, permettre à des gens de grandir, de se trouver, de créer un nouveau métier, de créer un nouvel environnement, de changer de vie, perso aussi. Et puis il y avait aussi quelque chose de l'ordre de ce que je pourrais appeler ma contribution, ma contribution sociétale. Moi, je suis très fier aujourd'hui de dire j'ai une petite entreprise, j'ai un CDI, j'ai une alternance, j'ai des partenaires avec lesquels je travaille régulièrement. Et du coup, c'est ma contribution. J'ai l'impression de contribuer. Je crée de l'emploi. Modestement, hein, je sais parfaitement aujourd'hui qui je suis et d'où je viens. Mais en tout cas, ça, c'était aussi un vrai enjeu pour moi. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, je suis très, très, très content de ça. Je suis très heureux de ça. Et puis, il y a effectivement ce troisième truc derrière qui est de dire... d'abord, quand on rêve un peu ses projets, quand on croit dans ses rêves, il y a un moment où l'univers te met sur ton chemin ce que tu as demandé, ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, je le dis avec d'autant plus de conscience que c'est pas une période super facile pour Génération Formation. Le marché est compliqué. Et du coup, on est là, j'allais dire on résiste. Non, en tout cas, on est dans le flow, on travaille
Et voilà. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir des gens qui viennent se former chez Génération Formation, soit pour en faire un métier, soit juste parce qu'ils sont déjà dans cet environnement-là et qui veulent venir s'outiller, mettre un truc de plus à leur caisse à outils. Et puis on a aussi des gens qui viennent juste pour eux, qui viennent pour découvrir des choses d'eux-mêmes. Et ça, c'est chouette. Aujourd'hui, je suis content de participer à tout ça, quoi. Ouais. Tous les jours. En tout cas, c'est aussi pour ça que c'est super important pour moi de te faire passer à ce micro. Parce que je crois que tout n'est que question de visibilité. Et que dernièrement, il y a des étudiantes entrepreneurs qui sont venues à la Villa parce qu'elles ont vu que notre positionnement, c'était comment est-ce qu'on équipe des gens qui sont formés à développer des compétences entrepreneuriales pour gagner en visibilité, des choses comme ça. Et elles avaient un chiffre qui était quand même assez éloquent. 2022, 36% des reconversions professionnelles se faisaient vers les métiers du développement personnel et du bien-être. 36% des reconversions. Donc en fait, il y a une immense part de marché. Le seul truc, c'est que comment faire pour se rendre visible à cet endroit, c'est là où c'est le plus délicat. Et c'est là où en fait j'ai envie de contribuer modestement aussi à l'expansion de Génération Formation, à plus forte raison que j'apprécie énormément Romuald. Je veux dire, t'es le chef de file de Génération Formation. Et c'est pour ça que j'ai envie de te montrer, parce qu'en fait, la sensibilité et ton histoire, c'est typiquement ce que les gens sont en train de vivre en ce moment et peuvent espérer en rejoignant Génération Formation. Donc, tous les jours. Tous les jours, je sais plus exactement ce que je voulais dire avec ça, mais ça me semble super important de contribuer à faire que Génération Formation puisse paraître comme ça. Merci. Avec joie, grande joie même. Romuald, il y a des gens qui sont probablement en train de regarder cette vidéo ou d'écouter ce podcast, qui auraient envie d'en savoir plus sur toi, sur Génération Formation. Où est-ce qu'ils peuvent se rendre pour avoir plus d'informations en dehors des liens qui sont dans les descriptions de ces médias-là? Ok, alors je sais pas ce que tu vas mettre dans les liens, mais s'il y a notre site internet, c'est probablement l'endroit où ils peuvent trouver le plus d'informations. Ouais. Probablement, on a une chaîne YouTube aussi. Ouais. Il suffit de taper Génération Formation et vous nous retrouvez. On est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn aussi. Ouais. Voilà, et puis après, nous, on a des locaux à Latte, à côté de Montpellier. Donc on peut aussi venir nous voir dans nos locaux, mais c'est pas là qu'on reçoit le plus de gens. Trop cool. Romuald, si tu avais un message à adresser à ces gens qui nous regardent et qui sont touchés par ton histoire, par le message que tu portes avec Génération Formation, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire comme mot de la fin? Je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est si vous avez des rêves, si vous avez des envies, cultivez un peu chaque jour ses rêves et ses envies. Voilà. Trop cool. C'est assez modeste, mais c'est déjà bien, je trouve. C'est la base. Ouais. Merci Romuald pour ce moment, c'était délicieux. Avec grand plaisir, merci à toi, c'était très agréable de passer ce moment-là avec toi. Merci. Partagé. Merci. Merci Marguerite. Ouais. À bientôt les auditeurs. Ciao. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de te partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.